À la une de l'actualité, l'Afrique du Sud suspend son programme de vaccination contre le Covid-19 après une étude relevant une efficacité limitée du vaccin d'AstraZeneca. Célébration du deuxième anniversaire de l'accord de paix signé entre le gouvernement et 14 groupes armés en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra réaffirme son attachement à l'accord. Et puis manifestation en Tunisie, environ 2000 manifestants ont dénoncé ce week-end la politique sécuritaire répressive ainsi que des atteintes aux libertés. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. L'Afrique du Sud a annoncé dimanche suspendre temporairement son programme de vaccination contre le Covid-19 qui devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca. C'est après une étude relevant une efficacité limitée contre le variant sud-africain. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mukwege, a déclaré pour sa part que des études supplémentaires sont nécessaires concernant l'efficacité du vaccin AstraZeneca Covid-19 avant le déploiement national. Cette étude, réalisée par l'Université du Witwatersrand à Johannesburg et qui n'a pas encore été examinée par ses pairs, affirme que le vaccin britannique offre une protection limitée contre les formes modérées de la maladie dues aux variants sud-africains chez les jeunes adultes. C'est un problème temporaire. Nous devons suspendre les vaccins AstraZeneca jusqu'à ce que nous ayons résolu ces problèmes, a déclaré dimanche le ministre de la Santé, Zweli Mukwege, lors d'une conférence de presse en ligne. Selon les premiers résultats, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du virus. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves. Des discussions sont en cours sur Sputnik 5 je veux dire. Des discussions sont en cours sur Sinopharm. Le département et le comité consultatif ministériel s'occupent de cela. Il y a des discussions en cours avec Moderna également. Et nous devrons également explorer Novavax, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de discussions. Donc la discussion sur toutes ces questions reste ouverte. Le ministre sud-africain a récemment annoncé avoir réservé 20 millions de vaccins Pfizer-BioNTech, les 1,5 millions de vaccins d'AstraZeneca obtenus par l'Afrique du Sud, qui seront périmés en avril, seront conservés jusqu'à ce que les scientifiques donnent des indications claires sur leur utilisation, a-t-il précisé. L'Afrique du Sud prévoit de vacciner au moins 67% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ 40 millions de personnes. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été reconduit ce week-end à la tête de la commission de l'Union africaine. C'était lors du 34e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu virtuellement pour cause de pandémie de Covid-19. Plus de précisions à travers ce reportage. 4 nouvelles années pour Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine. L'ancien premier ministre tchadien était le seul candidat à sa succession à la tête de la commission, principal organe exécutif de l'UA. Il a été réélu haut la main pour un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation continentale, malgré les tentatives de certains pays, l'Ouganda par exemple, de reporter l'élection en invoquant notamment l'intégrité du vote à cause des problèmes techniques qu'il y a eu. Finalement, les soutiens de Moussa Faki ont fait prévaloir le vote. Puis, les chefs d'État sont passés au vote. 51 voix pour sur 54 votants. 3 abstentions. Le jeu était plié. Parité oblige, c'est la Rwandaise Monique Nsanza Baganwa qui va le seconder. Avec 42 voix en sa faveur, c'est plus des 2 tiers requis. Elle devance et de loin ses 2 concurrentes, djiboutiennes et ougandaises, qui n'ont obtenu que 12 voix. Une élection que la Rwandaise doit à l'aura qui entoure son président Paul Kagame au sein de ses pairs. Tous les intervenants l'ont souligné au premier jour du 34e sommet des chefs d'État africains. Moussa Faki aura la lourde tâche de piloter cette vague alors que le continent africain fait face à de nombreux défis dont entre autres la multiplication des conflits et crises économiques, la deuxième vague du Covid-19 avec
de nombreux pays déjà touchés. Des défis à relever de pair avec le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président congolais, Félix Tshisekedi. Je le disais en titre, en République centrafricaine, le président réélu Faustin Archange Touadéra a réaffirmé samedi son attachement à l'accord de paix signé entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019. Cet accord avait pour objectif de créer les conditions d'un dialogue sincère. Faustin Archange Touadéra y croit toujours malgré la rébellion de 6 des principaux signataires qui cherchent désormais à le renverser. Précision. L'accord signé entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 prévoyait notamment la création d'un gouvernement inclusif avec des postes accordés aux groupes armés. Une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui occupent les 2/3 de la Centrafrique ont formé la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, et ont lancé une offensive dans le but d'empêcher la réélection de Faustin Archange Touadéra. Ainsi, les 3R, l'UPC, l'UMPC, les anti-Balakaï et le mouvement RJ Sayo se sont ralliés derrière l'ancien président François Bozizé dans une coalition armée pompeusement dénommée Coalition des Patriotes pour le Changement. Les rebelles de la CPC se sont finalement heurtés à quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique, présents depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre par leur pays à la rescousse du président et d'une armée centrafricaine démunie. Le président sortant a finalement été réélu, même si 2 électeurs sur 3 n'ont pu voter en raison de l'insécurité. Alors que certains le pensent, le président centrafricain martèle que l'accord de paix n'est pas caduc. Cet accord reste et demeure la seule voie qui nous mènera vers un avenir prospère. Vendredi, le Parlement a voté une prolongation de 6 mois de l'état d'urgence qui permet aux autorités de procéder à des interpellations sans forcément passer par le procureur de la République. Autre information dans cette édition, l'Égypte a remis en liberté Mahmoud Hussein, journaliste de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, en détention préventive depuis décembre 2016. Il était soupçonné de diffusion de fausses informations. Mahmoud Hussein était une victime collatérale des tensions entre l'Égypte et le Qatar. Après 4 ans en prison en Égypte, son pays, Mahmoud Hussein, journaliste de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, a retrouvé samedi sa maison familiale au Caire, où il a été accueilli par des dizaines de proches. Le journaliste égyptien de 54 ans avait été libéré jeudi soir et sa mère regrette que son père soit décédé sans avoir assisté à ce moment qu'il attendait si tant. Travaillant comme producteur au siège d'Al Jazeera à Doha, Mahmoud Hussein était en détention préventive depuis décembre 2016 pour incitation à la sédition contre l'État et diffusion de fausses informations. Il avait été arrêté 3 jours après son arrivée en Égypte, où il s'était rendu en vacances. Sa chaîne de télévision avait dénoncé à maintes reprises le fait qu'il était détenu sans inculpation formelle, sans procès et sans condamnation. Il faut dire que sa libération intervient peu après la reprise officielle, le 20 janvier, des relations diplomatiques entre le Caire et Doha, dans le cadre d'une réconciliation scellée entre le Qatar et 4 pays arabes. En effet, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient rompu en juin 2017 leurs relations avec le Qatar, accusés notamment de soutenir les Frères musulmans, qualifiés d'organisations terroristes par le Caire. La chaîne de télévision a dans un communiqué salué la nouvelle de la libération du journaliste et pense qu'aucun professionnel des médias ne devrait vivre ce qu'il a souffert ces 4 dernières années pour avoir seulement exercé sa profession.
En Tunisie, ce week-end, environ 2000 manifestants se sont rassemblés à Tunis, la capitale, ainsi qu'à Sfax. Sous l'encadrement d'un fort dispositif policier, ils dénoncent une politique sécuritaire répressive ainsi que des atteintes aux libertés de protestataires anti-système mobilisés ces dernières semaines. Les détails. La politique sécuritaire répressive en Tunisie, ils sont nombreux à en être dépités. Les Tunisiens, tous âges confondus, mais en pole position, la couche juvénile. Moi, je représente des jeunes de ma génération. C'est une responsabilité nationale, il faut qu'on le fasse. Il faut que ça soit fait. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est le jour de l'anniversaire de l'assassinat de Chokri Belaïd. Il faut aussi rappeler que de jeunes Tunisiens ont été assassinés, qu'aujourd'hui des jeunes sont torturés dans les prisons en Tunisie. C'est important parce que c'est la première fois depuis le 11 janvier qu'on est tous regroupés, indépendamment de nos demandes, indépendamment de nos attentes. On est tous là pour dire qu'on n'est pas, on n'est pas satisfait et on est au-delà de tout ce qu'ils ont pu faire pendant ces 10 ans. Les récriminations sont nombreuses. Alors, on est là parce qu'on en a marre. Parce qu'on en a marre de la corruption, on en a marre du vol, on en a marre de cette pseudo-élite politique qui ne fait que corrompre le pays, nous voler, arrêter les jeunes, les maltraiter, les torturer. Il y a encore des tortures maintenant, il y a encore des manifestants qui se font arrêter de chez eux pour un statut Facebook. À cette mobilisation, des députés et des hommes politiques de gauche y ont également participé. Ces mouvements sociaux ont lieu dans un contexte politique très tendu et de bras de fer entre le président Kaïs Saïed et le chef du gouvernement Hichem Mechichi et Ennahda après un remaniement ministériel des plus controversés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.